Bonjour, bienvenue à ce dernier entretien Art et Société présenté par la Place des Arts pour la saison 2023-2024. Mon nom est Catherine Perrin, je suis animatrice à Ici Première et on a décidé de terminer cette saison-là en parlant de la relève. Dans les dernières heures, ici à Montréal, il y avait une manifestation d'artistes un peu inquiets pour la relève, une manifestation d'artistes devant le bureau du ministre de la Culture, lui demandant de manière urgente et pressante d'augmenter le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et c'est de ce budget-là, entre autres, que la relève peut espérer se nourrir un peu. Alors, on a réuni aujourd'hui des représentants de cette relève, des représentants qui réussissent très bien. On va essayer de leur voler leurs secrets, mais ça ne veut pas dire que le chemin est facile pour eux et pour les autres de leur génération. Ils font cependant leur marque bel et bien dans un monde du spectacle qui est en transformation. Alors, je vous les présente. Élisabeth Saint-Gelais, qui est soprano, donc soprano lyrique, une chanteuse, on pourrait dire une chanteuse d'opéra, mais elle ne fait pas que de l'opéra. Bonjour, Élisabeth. Bonjour, Catherine. Elle a été nommée Révélation Radio-Canada en musique classique pour cette année. Elle a fait une maîtrise en musique à McGill et elle a obtenu l'an dernier le prix d'Europe, prix très prestigieux en musique classique, un prix aussi de la Canadian Opera Company. Elle s'est distinguée aux auditions du Metropolitan Opera. Un magnifique début de carrière. Émile Bourgault, bonjour. Bonjour. Émile, qui est auteur, compositeur, interprète, 2 mini-albums et maintenant un premier album complet qui s'appelle Tant mieux et qui est magnifique, qui est vraiment à découvrir. C'est tout récent. Émile Bourgault, gagnant de concours lui aussi, la grande finale de l'édition 2022 des Francouvertes, mais il est le gagnant le plus récent de ma première Place des Arts. Donc, on est chez lui en ce moment, c'est sa Place des Arts. Tyler Laguerre, bonjour. Bonjour, Catherine. Qu'on appelle TyTL dans le métier. Il est humoriste et influenceur. C'est lui qui a créé, pendant la pandémie, une initiative extraordinaire sur Instagram, Occupation Oud, qui a été un succès instantané. Grand succès en France aussi, on va en reparler tout à l'heure. Et finalement, que fait-il là? Jean-Philippe Barry-Guérard, bonjour. Je me sens vieux, moi, d'être ici. Oui, parce que eux, on ne dira pas les âges trop précisément, mais ils sont tous dans la vingtaine. Jean-Philippe, 35 ans, on va le dire, je suis pas gêné. Mi-trentaine. Jean-Philippe, mais regardez ce sourire toujours aussi juvénile et ses belles dents blanches. Jean-Philippe, c'est évidemment... Il a passé le stade de la relève. Cependant, on a eu l'idée de l'avoir avec nous parce que, d'une part, dans ses œuvres, dans ses romans, il s'intéresse beaucoup aux jeunes qui veulent arriver quelque part, entre autres Haute Démolition qui suit le parcours d'un humoriste de la relève. Et en ce moment même, chez Duceppe, ici au théâtre, est présentée l'adaptation scénique de sa pièce Royale et qui est sur scène... La relève. Oui. Ils sont combien? 10 jeunes acteurs. Ça, c'est l'initiative de Jean-Simon Traversy puis de David Lorrain, les co-directeurs de Duceppe. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tendu la main à tous les finissants qui étaient intéressés depuis 2018. L'idée, c'était de donner un tremplin aux gens qui ont un peu souffert de la pandémie, qui ne peuvent pas travailler en finissant l'école de théâtre. Donc, ils ont auditionné 281 jeunes interprètes, en ont pris 10 là-dedans. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, oui, quelques visages plus connus, Valérie Tellas, Sirden Zexantius, mais pour la plupart, c'est pas des gens qu'on connaît. Entre autres, Xavier Bergeron, qui a fini le conservatoire l'an dernier. Donc, on ne le connaît pas. Puis franchement, ils sont formidables. Puis c'est une plateforme de lancement géniale pour une carrière. Et ça prouve que quand on présente bien les choses, qu'on a une œuvre forte à présenter, qu'on sait bien communiquer, c'est pas le fait que les noms soient pas connus à l'avance qui empêche le succès. On annonçait, pas plus tard que ce matin, une nouvelle supplémentaire, donc une 3e supplémentaire pour le spectacle. 2 nouvelles supplémentaires ce matin. 2 nouvelles, en fait. D'accord. Oui, on est rendu à 20 000 billets de vendus. C'est fou. Bon. Ouais. J'ai envie de commencer par demander peut-être aux 3 autres qu'est-ce qu'ils pensent du mot relève. Est-ce que c'est un mot qui les agace? Vous savez, Gilles Vigneault a déjà dit « Pourquoi est-ce qu'on parle de relève? Est-ce que quelqu'un est tombé? » J'avais beaucoup aimé cette phrase-là. Je m'en suis toujours rappelée. Puis j'aimerais savoir comment vous vous identifiez à ce mot, à ce terme relève. Est-ce que vous étiez un peu peut-être
vexé? Avez-vous levé les yeux au ciel quand on vous a proposé de participer à un entretien sur la relève? Tiens, Émile Bourgault? Ben, pas du tout. Non, pourquoi pas? Ben, non, la relève, moi, je la trouve super belle et très... je veux dire, je trouve qu'il y a tellement de gens qui, justement, c'est un peu... On retrouve quelque chose avec l'enfance dans la relève, peu importe quel métier. Il y a l'affaire de j'ai les grands yeux, puis je regarde, puis c'est qui mes futurs collaborateurs, puis avec qui je vais travailler, puis c'est quoi les prods qui sont là, puis il y a tout ça, je trouve, dans la relève à découvrir. Donc, tu entends beaucoup d'enthousiasme dans ce mot-là, toi. Énormément, énormément. Et il y a le penchant peut-être un peu plus difficile au niveau du financement, puis de tout ce qui l'entoure. Mais après ça, des nouvelles créations, des nouveaux créateurs, c'est tellement, je trouve, excitant. C'est le fun. Élisabeth Saint-Gelais? Oui. Bien, en fait, je suis vraiment d'accord avec Émile. La nouveauté, la relève, ça veut dire des nouvelles identités artistiques. Donc, plus d'idées, ça mousse, ça nous inspire à être meilleurs et puis à connaître les autres, les nouvelles personnes qui arrivent. Puis dans mon métier, je peux me permettre, dans mon milieu de musique classique, c'est très valorisé d'être en fait une relève, d'être un jeune artiste. D'être une nouvelle voix? Absolument. On recherche les nouvelles sensations. Oui, absolument. Surtout dans le milieu des compétitions, des choses comme ça, c'est vraiment, il y a toujours un âge limite. Donc, si t'as l'âge pour le faire, t'es de la relève, t'es un jeune artiste, donc t'es très privilégié. D'accord. TTL, le mot relève, est-ce que ça a un sens quand on est donc un influenceur humoriste qui s'est fait connaître beaucoup, beaucoup par les réseaux sociaux? Oui, moi je dis c'est la relève parce que pour moi personnellement, grâce à la création de contenu, j'ai pu faire la scène, faire des festivals juste pour rire, faire le festival de Cannes. Et tout ça, c'est avec mes réseaux sociaux. Donc, je dis que je fais partie de la relève. Donc, ton succès s'est construit sur les réseaux sociaux. Puis maintenant, si je comprends bien, tu es en train de te glisser dans une industrie plus classique. Exactement. Puis, est-ce que tu es le bienvenu, là, ou il y en a qui te regardent arriver puis qui disent, mais d'où il vient, lui? Non, je suis le bienvenu. Et tout le monde est bien accueillant. Et pour moi, c'est un honneur d'être... à côté de grands humoristes, donc j'apprends en même temps. Oui, oui. Ils sont remarquables, chacun dans leur domaine, ils connaissent déjà, je le disais, un beau succès. J'ai envie de leur demander qu'est-ce que c'est les clés. Comment est-ce qu'on est capable soi-même de dire, ben moi, je pense que si j'arrive à percer en ce moment, voilà les ingrédients qui me démarquent. Est-ce que c'est possible comme exercice, Élisabeth? Oui, c'est possible. Pour ma part, ça se définit par le travail. Ça se définit par la discipline puis le temps passé au travail et à la pratique. C'est vraiment comme ça que je peux être plus spéciale ou me démarquer ou faire partie d'une relève avec un peu de succès. Puis je suis tellement reconnaissante, puis je suis tellement vraiment très, très reconnaissante de ça, mais c'est vraiment par le travail, puis le travail acharné, en fait, qu'on y arrive. Eh bien, j'ai vu les têtes bouger. Jean-Philippe, tu es un gros travailleur. Toi, est-ce que ça a été un de tes secrets quand tu étais de la relève? Oui, ben c'est que j'avais le goût. Moi, je suis une personne relativement impatiente, puis je pense que j'ai accepté des fois de travailler dans des conditions défavorables parce que pour moi, le fait d'arriver avec un produit fini, le fait de mener un projet à terme était plus important que de le faire dans les conditions idéales. Il y a des avantages aussi parfois à attendre les conditions idéales pour quelque chose, mais dans mon cas, c'était plus d'apprendre à faire, par exemple, ma première mise en scène, ma première écriture de texte dramatique, puis justement de ne pas attendre. Ça a pris vraiment du temps avant que je sois programmé dans un théâtre institutionnel. Ma première pièce, je l'ai créée en 2010, je suis sorti de l'école en 2009, puis il a fallu que j'attende jusqu'à 2014 avant qu'un théâtre veuille simplement me programmer, et là, on ne parle pas de me produire. Fait que je pense que d'avoir beaucoup de sens d'initiative, c'est très important. Puis au niveau du travail aussi, je dirais... des fois, quand on finit un accomplissement, on finit un projet, mettons, on finit un album et tout ça, c'est super, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose, mais j'ai tendance à jamais être satisfait quand je viens de finir. Je suis déjà en train de programmer la prochaine affaire. Okay. Je pense que c'est ça qui fait qu'on demeure productif. Avez-vous remarqué, tout le monde fait signe que oui. Tête et elle... Est-ce que l'ingrédient travail, tu dis oui aussi? Oui, le travail, la persévérance et de croire en soi aussi. Ça, je pense que c'est le plus important, de croire en soi. Par exemple, moi, plus jeune, à l'école, par exemple, j'ai une dyslexie orthographique. Et on me disait souvent que je ne vais pas aller loin dans la vie, je ne vais pas réussir. Et et moi, j'ai commencé la création de contenu à 16-17 ans. Et moi, je faisais ça par passion.
Et je me suis dit, un jour, ça va finir par marcher. Et grâce à Dieu, je fais des spectacles un peu partout dans le monde. Mais t'en as travaillé un coup. C'est que tu as trouvé une façon de travailler qui avait rien à voir avec certains enjeux que tu avais. Tu as complètement, finalement, retourné la situation à ton avantage. Ouais, c'est ça. Bon, alors vous parlez de travail. Émile, travaillant aussi? Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que le travail vient de la passion, en fait. Parce que moi, j'étais pas remarqué comme quelqu'un d'extrêmement travaillant au secondaire. Puis, mais non, mais c'est vrai. Puis de la passion, de la musique, de l'art est venue aussi cette envie-là d'être curieux, puis d'être là, puis d'être présent, puis de travailler fort. Mais après ça, pour moi, mettons, le travail n'est pas au centre de ma vie. C'est pas comme ça que je la conçois. Puis quand je travaille, j'ai eu la chance d'avoir un métier où j'ai pas l'impression de travailler, en tout cas 95% du temps. Ah. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est de non plus dire, ben pour réussir, c'est faut travailler 60 heures par semaine. Là. Moi, en tout cas, moi, je le vois pas. Oh. Ça va. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme étant la passion nous guide. Puis moi, c'est la passion qui me guide. Puis après ça, je compte pas mes heures. T'sais. OK. Alors, c'est peut-être une autre façon de le dire. Parce que, comme tu dis, à partir de ce moment-là, tu comptes pas tes heures. OK. Maintenant, vous avez tous joué un peu avec ma question en vous rabattant sur la grande valeur et belle valeur du travail ou de la passion. Mais si je vous demandais qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui fait que Élisabeth Saint-Gelais, je m'excuse, mais il y en a d'autres des sopranos qui travaillent. Puis des sopranos, il y en a à la pelletée, là. C'est pas la voix la plus rare, là. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingrédient de plus? Puis je vais poser la même question aux autres. Bien, c'est sûr qu'il y a la chose qui s'appelle le talent. Puis je ne veux pas nécessairement parler de moi, mais je parle en général de tous les artistes. Elle a une voix extraordinaire. Excusez-moi, là, mais on va se dire les vraies affaires. C'est gentil. Elle va chanter Catherine. pour nous après. Ah. Oui. Wow. Oui, c'est ça. Il y a le talent que les trois autres ici ont aussi, puis que plein d'autres artistes que je connais ont. Par contre, c'est de savoir le canaliser, de prendre cette énergie-là, de prendre ce talent-là, ce don-là qu'on a eu, de le mettre dans un moule qui nous convient, puis ensuite d'avoir du succès avec ça. Mais la recette, elle n'est pas écrite, nulle part. Puis pour chacun, elle est différente. Donc, c'est vraiment de trouver ce qui nous va bien, comment on va faire pour canaliser cette énergie-là, ce talent-là que j'ai reçu à la naissance, je ne sais pas, puis d'avoir du succès avec. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Oui. Taille? Je suis vraiment d'accord avec elle. Et aussi avoir son propre authenticité. Oui. Et moi, pour ma part... Signature? Ouais, oui. Et pour ma part, c'est d'avoir une proximité avec sa communauté. Parce que moi, j'ai une grosse communauté et eux, ils aiment toujours être en contact avec le créateur de contenu. OK. Là, tu parles ici de la communauté créée par les réseaux sociaux. Par les réseaux. D'accord. Parce qu'on va en parler aussi, mais la communauté est d'origine haïtienne. Puis il y a aussi un phénomène qui s'est créé pendant la pandémie avec Occupation Hood, qui a beaucoup réuni aussi, pas rien que la communauté afrodescendante, mais entre autres, le succès est parti de là aussi beaucoup. Ouais, mais aussi Occupation Hood, j'ai la chance qu'il y a énormément de personnes de toutes les régions à regarder le show Occupation Hood. C'était vraiment tout le Québec. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi Occupation Hood, c'est une émission en live Instagram que je donnais tous les dimanches à 21h. Il y avait plus de 30 000 personnes branchées en live sur Instagram. Il y avait des personnes Montréal-Nord, mon quartier, Saguenay, et les gens venaient se charmer en direct en live Instagram. Oui. Et ça a été le début d'un phénomène. Puis je pense que ça vaut la peine de donner les chiffres parce que c'est pas tout le monde qui, ici, là, connaissait... OK, on va faire un exercice de grande honnêteté. Qui connaissait Taille TL avant de venir ici? Quand même. Il y a quand même un certain nombre de mains, mais pas tout le monde. Mais je vais vous donner une image très simple. Récemment, Taille s'est rendu à Paris pour faire 4 spectacles au Casino de Paris, qu'il a rempli. Donc, 8000 places au total qui se sont envolées en 20 minutes au moment de la vente. Voilà. Alors, ça vous donne une idée. Autrement dit, il y a une espèce de couche parallèle, je dirais, d'un monde parallèle de créateurs comme lui, maintenant, qui se font connaître beaucoup par les réseaux sociaux et qui obtiennent, justement, qui basculent vers le monde non virtuel avec beaucoup de succès. Donc, signature de ton côté, ce lien avec la communauté, avec une communauté très forte. Ouais.
Jean-Philippe? Ben oui, moi, je serais curieux de savoir, Taille, ce passage-là des réseaux sociaux à la scène, c'est quand même quelque chose qui ne pardonne pas. L'humour sur scène, puis c'est pas du tout la même chose que de faire l'humour en ligne. Comment tu l'as vécu, ce passage-là, à la scène? Pour de vrai, c'est très, très, très drôle. En gros, comment on a transporté... en gros, Occupation Hood, on l'a transporté sur scène en 2021. C'était mon premier spectacle avec Juste pour rire à 19 ans. Et en gros, c'est à jouer avec les gens. Donc, moi, j'avais des questions et je les posais des questions, je les taquinais. Et comment on a fait la transition pour faire un sketch, etc. J'ai eu la chance de travailler avec Gariana, Jean-Louis, parce que j'avais un spectacle en Guadeloupe. Il me restait 1 mois, j'avais pas de texte, j'avais rien, parce que je suis pas humoriste comme les autres. Donc, on s'est dit, vas-y, on prend la chance. Et j'ai travaillé pendant 1 mois, tous les jours, à comment bouger sur scène. Parce qu'avant, moi, je parlais extrêmement vite parce que j'étais stressé de parler devant le public. Et donc, c'est vraiment, j'ai eu un coaching pendant 1 mois et on allait en Guadeloupe devant 4500 personnes. Et ça s'est super bien passé. Et ouais, c'est ça. Voilà. Oui, donc c'est des types de carrières qui sont complètement nouveaux. Ça, c'est intéressant. Alors que Émile et Elisabeth ont eu des parcours qui existent depuis très, très, très longtemps. C'est ça, j'allais dire. C'est comme, moi, je me sens tellement finalement que... Vieux jeu, hein? T'es vieux, Émile. Ben non, mais comme... Du haut de tes 20 ans. Je me réclame quand même d'un... Je veux dire, j'ai fait mon passage dans les concours. Moi, ce qui m'a fait connaître à la base dans un cercle très, très restreint, ça a été le fait que j'ai pu enregistrer dans un sous-sol des tunes. Ça se faisait pas il y a 20 ans. Tu sais, ça, c'est comme... C'est mon seul côté actuel. Mais non, c'est ça. Puis à partir de là, j'ai comme fait ma route dans des concours qui existaient depuis comme 20 ans. Mais c'est fou de penser justement que... vous posiez la question, c'est quoi qui vous démarque? Moi, je pense que ça a été vraiment l'entourage. Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir une gang, à me sentir pas seul dans mon bateau, puis j'ai commencé à avoir du monde. OK, toi, t'es choriste. OK, toi, tu joues de la guitare. OK, toi... Oh, OK. Ah, là, une gérante. Ah, là, des équipes. Ah, c'est quoi tout ça, ce monde-là? Aujourd'hui, je suis, mettons, comparé à il y a 1 an, c'est fou à quel point je suis mieux entouré, puis c'est fou à quel point je me sens plus libre et puissant, entre guillemets, dans le sens où c'est les gens à côté de nous, je pense, qui font qu'on se démarque parce qu'on se pose plus la question est-ce que je suis valide? Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous valident à côté. Il y a des gens qui te soutiennent. Est-ce que ça inclut surtout, tu parles surtout des artistes avec qui tu montes sur scène, parce que je sais qu'ils sont super importants pour toi, mais aussi d'une équipe de gestion? Est-ce qu'il y a des gens qui te gèrent? Bien, tu sais, mettons, dans ma génération d'artistes, surtout en musique, on entend tellement d'histoires d'horreur quand on commence. Ça a été le cas pour moi. On m'a dit les productions sont toutes mauvaises et c'est des gens. Les producteurs sont des requins. C'est ça. Puis tout ça, puis tout ça. Puis finalement, on se rend compte que, ben, tu sais, surtout post, mettons, ère numérique, il y a eu quand même un changement de culture dans les industries puis en musique. Puis c'est sûr que moi, je suis privilégié, là, clairement, par ma classe sociale, par tout ça. Mais j'ai senti que j'étais la première génération d'artistes où il y avait ce changement-là de culture dans les productions. Fait que les gens sont super ouverts, n'acceptent plus souvent de se faire traiter d'une certaine façon qui serait mauvaise. Les comportements malsains, il y en a moins, comme, je pense. Si on parlait de relève, il y a comme un genre de regain aussi à ce niveau-là de comment on va faire fonctionner ces industries-là qui souvent ont été des instances négatives pour les artistes. C'est super intéressant. Je serais curieuse, Jean-Philippe, de savoir si toi, tu l'as constaté en tant qu'artiste, cette espèce de changement d'attitude entre il y a 10 ans, quand tu as commencé, et maintenant que toi, tu côtoies de la relève. Premièrement, c'est très flatteur, Catherine, de dire que j'ai commencé il y a 10 ans. Merci. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans que j'ai commencé. Donc, tout rajeuni, j'aime beaucoup. Mais c'est drôle parce que j'en parlais cette semaine de ça. J'ai la chance de travailler avec des gens qui installent une ambiance très positive dans le travail. Puis pour vrai, moi, je l'ai connu, l'époque là, du metteur en scène qui engueule quelqu'un devant tout le monde parce que c'est drôle d'avoir un souffle-douleur, puis ça permet d'asseoir son ego puis sa dominance sur la production. Puis je l'ai vu plus d'une fois, de différentes personnes. Puis c'était comme quelque chose qui était accepté parce que c'était une manière de faire. C'est un habitus du milieu. Puis tu sais, en ce moment, je vais les nommer parce que c'est des commentaires positifs, mais tu sais, je travaille avec Jean-Simon Traversy, avec Philippe Cyr, avec Patrice Dubois, du monde pour qui la priorité numéro
numéro 1 dans une salle de répétition, c'est de créer une ambiance de travail positive, un safe space dans lequel tout le monde peut s'exprimer. Tu sais, en ce moment, je travaille sur un spectacle dont le sujet est très délicat. On fait un spectacle choral à partir d'insultes que Safia Nolin reçoit en ligne. Je travaille là-dessus avec Philippe Cyr, un spectacle qu'on va présenter au Festival Transamérique. Puis le premier critère qu'on a eu dans le travail, c'est on veut qu'à tout moment, Safia puisse retirer son consentement de ce spectacle-là si elle ne se sent pas bien. Puis si quelqu'un, et le metteur en scène lui-même, des fois, c'est trop, parce qu'on travaille avec une matière intense, ben, il prend un petit time-out, il sort, il va brailler en dehors de la salle de répétition, puis il revient après. Puis ça fait une ambiance de travail tellement plus positive. D'accord. Puis, est-ce que tu as l'impression que maintenant, justement, la relève, comme les jeunes acteurs avec qui tu travailles chez DUCEP, ils accepteraient même plus que les choses se passent autrement? Ils le demandent. Ils demandent que ça se passe. Oui, puis à plein d'égards. Tu sais, par exemple, un autre exemple, en télévision, moi, je l'ai vu beaucoup, on a une scène d'intimité à tourner. Maintenant, ça fait partie de base. Si on demande à une actrice de se dévêtir, elle fait « Parfait, je vais le faire », mais il y aura une coordonnatrice d'intimité sur le plateau. C'est des gens qui arrivent avec des exigences d'ambiance de travail, d'environnement de travail. Et non pas des exigences, je veux absolument du lilas blanc dans ma loge le soir quand j'arrive. Puis moi, je pense que tout artiste ça devrait pas être considéré comme une diva de demander un environnement de travail positif. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, c'est rendu la base pour tout le monde avec qui je travaille. Puis il y a un effet d'émulation. Plus on le fait, plus les gens le demandent et plus les autres veulent imiter cette ambiance-là. D'accord. Élisabeth Saint-Gelais, le chant lyrique, on va se le dire, c'est un milieu où il y en a eu beaucoup de l'abus, des comportements très déplorables de la part des jeux de pouvoir entre des jeunes artistes émergents et des chefs d'orchestre, des managers de compagnie. Il y en a plein d'histoires qui circulent. Est-ce que tu penses que tu arrives, toi, à une époque où les choses se sont améliorées, ont changé? Oui. Absolument, oui. On le voit tout de suite dans les productions, en fait, qu'on commence. Les stage managers, les gens qui s'occupent de nous, ils sont très consciencieux, ils sont très minutieux de comment on se sent, de où on vient aussi, de comment nous, en tant que chaque individu, personnellement, on se sent en sécurité. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait là-dessus, puis c'est tellement apprécié, parce qu'après, tu es tellement un meilleur artiste. Tu chantes tellement mieux, tu performes tellement mieux, puis la production a juste des bénéfices à ça. Fait que oui, ça l'a changé, exactement, mais oui, absolument, tellement d'histoires d'horreur dans le milieu de l'opéra, mais je pense qu'il y a un nouveau souffle. Et comme tu dis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on constate que les gens sont encore meilleurs, c'est un peu ce que Jean-Philippe disait aussi, tout le monde est gagnant, finalement. Absolument. C'est plus à mode, là, la pétage de coche. Là, la tyrannie, puis le pétage de coche. Le directeur qui... Non, c'est vraiment plus ça. Oui. Évidemment, Taï, tu n'as pas connu ça. Non. Peace and love. Peace and... Tu viens alors, tu as grandi à Montréal. Oui. Tu es de la communauté haïtienne. Je suis né à l'hôpital Sainte-Justine. Ouais. À l'hôpital Sainte-Justine? Ouais. Et là, j'aimerais savoir le fait, justement, d'être en 2024, de faire partie d'une minorité. Bon, on en parlait avant l'entretien, puis je lui disais, minorité à Montréal, le monde haïtien est tellement présent parmi nous, mais il me disait oui, mais à l'échelle du Québec, quand même, ça reste une minorité. Là. Ouais, quand même. Hein. Et aussi, moi, à travers mes réseaux, j'ai la chance que c'est pas seulement des Haïtiens qui me suivent. J'ai la chance qu'il y a des Algériens, des Québécois, je suis Québécois, tout le monde, Mexicains. Et même, par exemple, à mes spectacles, on retrouve des familles, on retrouve vraiment de tout. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté assez large. Et aussi, mes vidéos, c'est pas en créole. Donc, ça touche un public un peu plus large. Oui, c'est plus accessible. Mais est-ce qu'en 2024, tu as l'impression que c'est en plus un bon timing pour jouer? Parce que tu joues beaucoup la carte de ta culture, de ta communauté. Oui, avec le personnage, j'ai mon personnage Jean-Robert que je joue à travers les réseaux. J'en ai joué. Et je peux dire que ça a quand même eu une bonne impact. Et jamais tu as senti on t'a jamais accusé de caricaturer ta communauté? Non, jamais, parce que de un, je le fais pas pour dénigrer. C'est vraiment un bon délire, bon vivre et passer un bon moment. C'est des vidéos, on va dire, comment cuisiner et ma nourriture elle est brûlée. Donc, je pense pas que on va s'énerver sur ça, donc c'est des sketchs. Il y a plein de choses très universelles, des gags où Jean-Robert, évidemment, roule à terre. Puis, bon. Mais as-tu l'impression qu'il y a, par exemple, 10 ans,
ça aurait été pris de la même façon ou est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une époque qui a justement une plus grande ouverture? Bon, il y a 10 ans, j'avais 12 ans. Ouais, c'est vrai. Wow, faut que je réajuste mes questions là, avec l'âge du monde qu'il y a ici, hein? Donc, pour de vrai, moi, encore une fois, j'ai une chance d'avoir une communauté qui m'aime, qui est toujours derrière moi. Donc, en plus, ils aiment voir des nouveaux visages. Donc, il n'y a pas vraiment de débat, de trucs. Controverse, jamais. Parce que, tu vois, de un, les réseaux sociaux, c'est pour passer un bon moment. Quand tu vas sur les réseaux, soit pour prendre de l'information, soit tu vas rire. Donc, tu ne vas pas faire un débat. Si la personne ne m'aime pas, elle ne va pas me suivre, elle ne va pas regarder mes affaires. Donc, c'est ça. Elisabeth, un cas intéressant aussi. Tu es une fille du Saguenay, mais tu es Innu. Et tu as, entre autres, passé ton enfance à Pessamit. Dans ton milieu, sur la Côte-Nord, mais même au Saguenay, on ne peut pas dire que les modèles de chanteurs d'opéra, il y en avait partout. Est-ce que pour les gens de ta communauté, contrairement à Taille qui s'inspire, qui se nourrit de ce qu'est sa communauté, toi, tu pratiques un art qui est quand même assez loin de ta communauté. Comment ils réagissent? Ils sont très fiers. Ils sont vraiment, vraiment fiers. Puis ça me touche beaucoup de le dire parce que ils sont tellement encourageants. Puis les Inuits, il y a quelque chose de spécial avec eux et les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup sur Facebook. C'est vraiment... c'est comme rendu dans la culture. Ils sont vraiment... ils communiquent beaucoup par ça, des lives, Facebook, des commentaires. Ils sont vraiment actifs. Puis c'est vraiment par là que je reçois leur soutien. Ah, c'est vrai? Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ça me touche vraiment. Ils sont vraiment bien puis gentils avec moi. Puis j'espère vraiment continuer à bien les représenter dans toutes les opportunités que j'ai. Puis, si je peux te reprendre, merci, si je peux te reprendre pour ce que tu as dit à propos du Saguenay, il y a tellement de bonnes chanteuses lyriques. Oui, c'est vrai. Non, mais pas te reprendre dans ce sens-là, mais continuer ce que tu veux dire. Mais c'est vrai. Marie-Nicole Lemieux, oui, ne serait-ce Julie qu'elle, qui vient du Lac-Saint-Jean. Marie-Ève Munger, c'est vraiment des chanteuses avec des carrières extraordinaires. Puis, on vient tous du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est une belle fierté. Non, on aussi. s'est même déjà demandé s'il y avait quelque chose dans l'eau. Ben, tout le monde dit ça. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? Oui, les gens, ils disaient ça. C'est vrai qu'il y a des Donc, grandes voix. ces femmes-là, bien sûr, c'est des grandes inspirations pour moi, puis des modèles. Mais les connaissais-tu déjà toutes petites? Oui, bien Marie-Nicole, c'est sûr que c'est une grande vedette, là, c'est une star de l'opéra. Puis oui, bien sûr, je la connais depuis longtemps. Puis je l'ai rencontrée, puis c'est une femme extraordinaire. Oui. Puis Marie-Ève, puis Julie, c'est des gens c'est des femmes qui ont étudié avec le même prof de chant que moi au Collège d'Allemand, Luce Godreau. Puis à cause de ça, ben c'est sûr qu'on suit nos carrières. Puis oui, c'est vraiment cool. Ouais. Là, je trouve que ça va trop bien, leurs affaires. On parle de la relève, on est censé entendre dire que c'est difficile, que c'est dur, qu'il n'y a pas de place pour la relève. Vous devez en être conscient que vous êtes quand même des exemples de succès. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Vous avez sûrement des collègues pour qui aussi c'est moins facile. S'il y avait des choses à changer dans ce milieu-là qui pouvaient faciliter la vie à tout le monde, à vous, mais aussi peut-être à d'autres qui ont moins de succès en ce moment. Émile, tu penserais à quoi? Ben moi, j'ai évidemment, je suis très, très chanceux. J'ai eu une trajectoire formidable dans la dernière année et demie, là, mais j'ai plein de collègues. Puis aussi, je suis très jeune, fait que j'ai le temps de me revirer de bord, j'ai le temps d'en faire des erreurs, des mauvaises tunes, tu sais, mais j'ai des collègues qui ont proche trentaine aussi, puis qui font à peu près le même parcours que moi, puis qui ont vraiment beaucoup de mal à se faire financer, vraiment beaucoup de mal à entrer dans des concours, tu sais, toute l'affaire de l'entourage que je parlais tantôt, moi, c'est facile. Moi, mes amis sont au cégep Saint-Laurent en musique, là. Fait que c'est une usine à musiciens, là. Tu sais, j'en connais des gens. J'ai fait des concours, j'ai eu la chance de faire ça. Fait que mon cercle, à 20 ans, il est déjà très bien construit, tu sais, puis je suis extrêmement chanceux. Mais quelqu'un comme, je nomme un collègue, Mathéo Hannequin, qui arrive de la France, qui a mis vingtaine, avec qui j'ai fait Grimby cet été, qui part de zéro, puis qui a énormément de difficultés à se faire financer, que ce soit par le CAC au Canada, entrer dans les concours parce qu'il n'y a pas de contact, parce que il y a peut-être encore une certaine culture de on est des gangs puis on reste dans nos gangs. Tu sais, je me rappelle quand j'ai fait les Francouvertes, j'avais 17 ans à cette époque-là, j'avais trouvé ça extrêmement difficile de faire ce parcours-là parce que je connaissais personne, parce que j'avais pas beaucoup de connaissances.
Puis juste 2 ans plus tard, faire Grimby, alors que je connaissais du monde, là, on m'accueillait à bras ouverts. Là, juste de faire parler de moi à une place, ça faisait qu'on parle de moi. Puis c'est peut-être la game des arts, je sais pas. J'ai de la misère, mais ça reste problématique pour plein de gens qui n'ont pas les mêmes ressources que moi j'ai eues, puis qui n'ont pas les contacts que moi j'ai eus, puis qui n'ont pas grandi avec... Et là-dedans, il y a une part de quoi? De timing, de chance aussi. Vous avez tous du talent, c'est sûr, on l'a dit dès le début, mais vous savez qu'il y en a d'autres qui ont du talent, qui réussissent moins. Alors, il y a une part là-dedans qui est, j'imagine, très difficile à expliquer. Jean-Philippe, toi, avec un peu de recul, t'en vois plein de jeunes comédiens sortir des écoles. Est-ce que tu es rendu capable de dire... Lui, il va percer, c'est sûr. Elle aussi, celle-là, moins sûre. Non, puis je dirais que c'est une bonne chose parce que ces carrières-là s'observent presque à rebours. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, puis après ça, plus jamais rien faire du reste de ta carrière. Puis je pense que moi, la qualité que j'admire le plus, c'est les gens qui ont une certaine constance, qui sont capables de se maintenir, de ne pas s'asseoir sur leur laurier. Puis même au contraire, parfois, la mise en valeur de certains artistes de la relève, puis de braquer trop les projecteurs, ça peut nuire, je pense. Ça peut mettre de la pression ou donner l'impression à certains artistes que, bon, c'est fait, leur place est faite et tout va aller bien. Ouais. Alors que, tu sais, le plus important, c'est de garder une rigueur constante. On parlait de travail, oui, peut-être travailler fort. Peut-être que c'est pas de travailler 60 heures semaine, peut-être c'est juste 30, mais de le faire toute l'année, pendant plusieurs années. Puis c'est plate parce qu'il faut... L'année où tu as moins de retour sur ton investissement, l'année où les gens viennent moins voir ton show, où tu as eu des refus au Conseil des arts, mais il faut quand même que tu continues en disant que l'année suivante, peut-être que celle-là, ça va débloquer. Oui. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus multitâche qu'avant? Toi, bon, Émile fait signe que oui tout de suite. Beaucoup. Oui. Puis moi, c'est quelque chose qui m'insatisfait de la carrière que j'ai choisie. Puis c'est la seule chose. OK, mais explique, pour toi, c'est quoi les aspects multitâches là, que tu trouves lourds? Un auteur, compositeur, interprète doit être réalisateur, doit être preneur de son, doit être master des réseaux sociaux, doit être... Et moi, je choisis que non. Et ça a des conséquences sur ma carrière parce que tout me coûte plus cher, parce que je suis pas un panneau publicitaire, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'ai plein d'amis qui sont super bons en réseaux sociaux, qui adorent ça, faire ça, qui le font, je les encourage. Moi, je suis incapable. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est inconstant, puis il y a toute une recette qui vient avec ça. Mais ne serait-ce que, tu sais, moi, j'ai fait un album là, que je viens de sortir qui m'a coûté une somme astronomique, que quand je dis ça, mes collègues sont comme « Hein? Comment t'as fait pour dépenser autant? » Mais c'est parce que pour chaque rôle, il y avait quelqu'un qui était payé dûment. Ouais. Ce qui ne se fait plus. Les gens font Non, des albums ça. dans leur chambre avec un... Tu sais. Mais moi, je crois à ça. Je crois au pouvoir de l'équipe. Alors, ça s'est financé comment? Avec le Conseil des arts et lettres du Québec qui m'a miraculeusement accordé une subvention. La première que j'ai demandée. Mais quand je regarde autour de moi, ça n'arrive pas. Fait que je sais pas ce que j'ai fait en tout cas. Bref. Pour donner, juste situer et remettre les gens sur terre, moi, j'ai fait une demande pour écrire mon 5e roman, puis j'ai pas encore une fois été refusé. J'ai jamais été financé pour écrire aucun de mes romans. C'est vrai? Oui. Puis c'est signe que c'est super quand tu l'as. Puis quand tu l'as pas, ben c'est pas grave, puis écris-le quand même. Écris-le quand même. Continuer. Ouais. En effet. La question d'être multitâche, évidemment, Taille Laguerre, on devine que c'est ta vie, ça. Ah ouais, c'est d'avoir une bonne équipe. Ah bon, OK. Ouais, une bonne équipe, parce que moi, je suis dans une agence aussi. Mais tu as commencé tout seul? Moi, j'ai commencé seul. J'ai commencé seul à 7 ans, 16. Après, à mes 17 ans, j'ai trouvé un agent, qui est Jeff, qui a fondé l'agence Trans Talent. Et tu vois, c'est une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Et en plus, dans cette agence-là, il y a d'autres talents. Il y a Flaky, Joël, Vroom. Et c'est des personnes, on s'entend bien. Puis quand tu dis les mêmes valeurs que moi, c'est quoi les valeurs? C'est vraiment, c'est la loyauté. On est des personnes très loyales, fidèles. On ne manque pas de respect. Ça ne fait pas partie de nos Ce valeurs, dont on parlait tantôt, un bon climat de travail, un bon climat, respectueux. Voilà, et qui a les mêmes goûts, les mêmes envies que toi. Et ça mène à la clé du succès. Donc, quand tu as eu à être moins multitâche, qu'est-ce que c'est que tu as laissé aller avec le plus de soulagement? Qu'est-ce que c'est maintenant que tu délègues le plus? Pour de vrai, moi, je fais que ma création de contenu. Wow! Non, c'est vrai. Et vraiment, tout ce qui est, publicité, gestion, c'est vraiment mon agence Trans Talent et qui s'occupe de moi très, très, très bien. Moi,
mon mandat, c'est de faire des vidéos. D'accord. C'est Donc, le but, je pense. très monotage. C'est quoi, tu Ben, dis? c'est le but qu'un Oui. artiste soit un artiste à Oui. part entière. Puis, tu sais, en évacuant toutes les boîtes de production ou à la fin des années 2000, ben, on a fait reposer sur les épaules de l'artiste le fardeau de se faire connaître en plus de faire de l'art. Tu sais. Fait que je trouve qu'il y a une réflexion à avoir quand même si on a beaucoup de liberté. Mais ça reste qu'il y a une réflexion à avoir, je pense. Comme... On a beaucoup de liberté, mais il y a des outils que vous avez qui n'existaient pas il y a 30 ans, justement, ne serait-ce que les réseaux sociaux, ne serait-ce que le courriel. Là. Moi, j'ai connu l'époque où tu faisais une proposition pour aller jouer à un concert en écrivant une lettre sur du papier, là, puis tu la mettais à la poste, puis tu espérais que ça se rende dans 2 semaines si c'était en Europe. Là. Alors, c'est clair qu'il y a quand même des outils maintenant, mais ça reste beaucoup de boulot pour ceux qui le font eux-mêmes. Donc, déléguer. Élisabeth? Je délègue pas beaucoup. Est-ce que tu gères toi-même ta carrière? Je gère Pour vrai? moi-même ma carrière. Oui, c'est un choix. Puis c'est sûr qu'il faut l'être multitâche. Il faut gérer. Puis, tu sais, les courriels, c'est pratique, mais c'est tellement facile. On devient facilement inondé. Puis, oui, ça prend un gros espace mental dans la tête. Quand vient le temps aussi qu'il faut que je me concentre sur la musique, concentre à apprendre la musique, à faire des concerts, à être artistiquement disponible. C'est vraiment un gros travail là, de séparer ça là, de la gestion, les réseaux sociaux aussi. Mais j'ai des gens qui m'aident. Je m'entoure quand même, même si j'ai pas de gérant, je m'entoure quand même de personnes qui peuvent m'aider. Mais c'est être musicien, il faut savoir tellement beaucoup faire de choses. Écrire bien, faire des subventions. Il faut répondre à des courriels, mais être stratégique aussi dans les décisions qu'on prend. Pas dire oui à tout. S'il y a tellement de choses à réfléchir, il faut vraiment être multitâche. Vraiment. Alors, dans Très ce polyvalent. sens-là, qu'est-ce que c'est les meilleurs guides? Si tu dis que tu gères toi-même, prendre les bonnes décisions, qui vont être les oreilles que tu vas solliciter pour t'aider? C'est des personnes, en fait, qui travaillent dans mon milieu et puis qui ont déjà amené des chanteurs à une position prêts à devenir des vrais chanteurs pros. Donc, moi, je suis en développement de carrière. Je sors de l'école, ça fait seulement 1 an. Donc, on travaille à mon développement de carrière pour m'amener à un endroit spécifique qui est un but qui est stratégique, en fait, pour ma carrière. Et puis ensuite... Est-ce qu'il y a une date puis un lieu? Là? T'as quasiment, Presque. On a l'impression dans sa tête que l'opéra du Metropolitan avec Yannick Nézet-Séguin en 2027, non? Bien, c'est presque ça, Catherine. Comme je disais tantôt, à cause qu'on est jeune, dans mon milieu, c'est très prisé, c'est très important. Il y a comme une date, c'est plate à dire, mais il y a une date butoir. Il y a une date un peu que après que tu aies dépassé, t'es moins intéressant un peu. Puis je suis désolée de le dire, puis je trouve pas que c'est bien, je trouve pas que c'est correct, je trouve que c'est discriminatoire même souvent. Puis je suis désolée de ça, mais c'est la réalité, malheureusement. Donc, pour toi, ça veut dire profiter au maximum du cycle des concours, des grands concours. C'est quoi les prochains, Reine-Élisabeth? C'est le concours international de Genève. De Genève? Oui, chant en 2024, oui. En 2024, oui. Mais les grands comme effectivement... Bien, Montréal l'année prochaine. Montréal l'année prochaine, on t'y verra aussi. Oui. Puis Reine-Élisabeth? Bien oui, il était cette année, donc il était en 2023, donc on va attendre un peu. Okay, c'est pas tous les ans, les concours internationaux. C'était juste trop tôt, c'est ça. C'est ça. Ça viendra peut-être un peu plus en fin de cycle de concours. Oui, exact. Bon, alors, dans la planification. Donc, on voit qu'il y en a de la stratégie, en effet. Jean-Philippe, toi, quand tu regardes rétrospectivement, est-ce que tu as été très multitâche? Bien, tu es multiplateforme dans ta création, là, mais as-tu été rapidement multitâche et autogéré ou pas? Oui, puis c'était par nécessité. Une chose que je déplore beaucoup en théâtre, c'est que c'est encore très difficile, particulièrement pour les créateurs. Un comédien peut se faire engager. Moi, j'avais du travail comme comédien. C'est facile. On fait ce qu'on a appris à l'école de théâtre. Tu arrives dans la salle de répète, tu crées le show. Comme créateur, c'est très difficile. Et le passage obligé pour approuver tout le monde, c'est de fonder une compagnie de théâtre. Mais moi, je suis pas allé à l'école de théâtre pour devenir gestionnaire d'une compagnie de théâtre, mais c'était la seule façon pour moi de présenter comme le spectacle que j'avais écrit, que je voulais mettre en scène. Puis la plupart des théâtres à Montréal aussi fonctionnent comme ça. Les compagnies émergentes, elles se font pas accueillir en production par un gros théâtre. La première fois que j'ai été produit
produit par un théâtre. Un de mes textes, c'était Manuel de la vie sauvage en 2021 à Duceppe. On parle de 12 ans après ma sortie de l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les autres spectacles que je crée, je fais de la comptabilité, je fais de la gestion, je fais des communications. Puis mon premier spectacle que j'ai présenté à Espace Libre, j'étais arrivé 16 000 dans le trou et c'est tout moi qui ai payé ça. Puis c'est pas, je regrette pas une seule scène que j'ai dépensée là-dedans parce que c'était effectivement une très bonne plateforme de lancement. Mais il reste que j'ai rien appris de ça à l'école. Puis même si j'avais pu apprendre ça à l'école, ça m'aurait pas intéressé. Puis je regrette d'avoir eu à faire cette job d'administration-là. Je sais qu'il y a des théâtres maintenant qui ont des initiatives pour accompagner un peu plus, mais je trouve que c'est difficile. C'est vraiment difficile, puis il n'y a pas encore un bon arrimage, je trouve, entre les créateurs émergents puis les compagnies plus établies pour créer des spectacles. Ouais. C'est drôle, tu dis, j'ai pas appris ça à l'école, puis je suis pas sûre que ça m'aurait intéressé de l'apprendre. Mais les écoles, maintenant, commencent à créer des cours de... Je sais qu'en musique, à l'Université de Montréal, au conservatoire, des cours qu'on appelle le métier du musicien, où on va donner des idées, justement, comment l'écosystème fonctionne, d'où viennent... Et ça, Elisabeth, toi non plus, tu n'as pas été formée à ça à McGill? Oui, j'ai été formée, mais moi, j'ai fait un certificat en management en plus pour être capable de faire ça, oui, c'est exact. Mais en effet, je comprends Jean-Philippe quand il dit qu'on n'est pas là pour ça. On est jeunes, on est des artistes, on a envie de créer, on a envie d'apprendre la musique. Ou déjà, ça, c'est un très, très gros job. Ou le théâtre, ou peu importe l'art. Mais je comprends ce que tu veux dire. Autrement dit, c'est pas parce que ça te fait triper tant que ça. C'est un passage obligé. On n'a pas le choix à la comptabilité de gérer. On est indépendant. On est des artistes. Des petites PME. Exact. On est des compagnies. C'est exactement ça. Émile, toi qui délègues tout, là. Mais c'est parce que je les écoutais, puis j'étais comme, j'ai eu à faire ça aussi. Tu as eu à le faire. Aussitôt que j'ai pu déléguer, je l'ai fait. Puis c'est sûr que ça vient avec des désavantages financiers parce que nécessairement tu payes des gens pour te donner des services. Mais moi, je prends ça all the way. Puis j'ai tellement beaucoup de respect pour toi quand je t'écoute parce que je suis comme, OK, tu fais tout ça en plus de faire le reste qui n'est pas artistique. Puis moi, cette démarcation-là entre l'admin et l'art, je suis incapable de la faire, sinon je deviens fou, on dirait. Puis non, c'est ça. J'aime mieux déléguer. Puis ça me permet d'avoir plus de temps libre. Puis quelque chose que je remarque depuis que je délègue, c'est que rien faire quand on est un artiste, c'est au centre de la création. Du processus de création. En tout cas, pour moi. Amen. Et souvent, on entend les artistes, ils font rien, mais des fois, oui. Et c'est ça qui mène, en tout cas pour moi, à avoir de l'espace de lousse dans une tête pour créer des œuvres par la suite. Mais Jean-Philippe qui dit Amen, tu fais jamais rien, toi? Non. Tu es un hyperactif? J'en rêve parfois. Mais je me crée... quand je retourne dans ma tanière pour créer un projet, j'essaie de me créer de l'espace de contemplation. Avec du rien. Avec du rien, parce que sinon, puis je le vois, les périodes où j'enfile plusieurs projets, c'est super le fun. Pendant 2 ans, back-à-back, j'ai plein d'affaires, je suis partout. Sauf que quand ces 2 années-là se terminent, je me retrouve devant absolument rien et je suis pas... j'ai pas un projet duquel je suis sur le bord d'accoucher. Je dois penser à restarter quelque chose de zéro. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de toujours avoir, disons, des timelines différentes. Donc, quelque chose qui va se terminer bientôt, quelque chose qui va se terminer dans 1 an, quelque chose qui va se terminer dans 2 ans, pour que j'ai des poches d'air où j'aurai le temps de m'ennuyer puis d'avoir besoin de trouver quelque chose de nouveau à dire. Oui. Taille, est-ce que, on le sait, les réseaux sociaux, c'est une machine qui bouffe, qui veut tout le temps du nouveau contenu. Les entendre parler de l'importance d'avoir des moments où on fait rien. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister dans ta vie? Non, parce que sinon, mon équipe me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je fais rien. Mais comment tu te nourris alors? Comment tu recharges la machine à créer? Non, mais des fois, c'est vrai, il y a des journées que c'est pas tout le temps que je fais de la création de contenu. Donc, je regarde qu'est-ce qui se fait un peu à droite, à gauche. Donc, tu dois toujours être à l'affût et toujours savoir c'est quoi la chanson qui vient de sortir, la traîne, pour toujours être sur le... D'accord, mais ça, c'est un genre de... C'est un système alimentaire, là. Tu t'alimentes à ce moment-là. Tu charges la batterie et après, let's go, oh, je suis là. Et non, c'est vraiment toujours faire de la création de contenu. Et quand on fait toujours de la création de contenu, mais la question peut se poser pour tout le monde, est-ce qu'on a une espèce d'angoisse de se dire, un jour, j'en aurai peut-être pas d'idée?
Ouais, des fois, ça arrive. Hein. Ouais? Même là, des fois, hier, je dis, ah, j'ai pas d'idée. Et demain, j'ai une grosse idée de vidéo. Donc, des fois, il y a des blancs. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un manque d'inspiration parce que tu n'es pas un robot, là. Donc, ton cerveau a besoin d'un peu de repos. Mais je pense que ça fait quoi, 6 ans que je fais ça et toujours, je me dis, j'ai oublié des idées et je suis encore là présentement. L'angoisse, à un moment donné, que la source fasse comme plus de bruit, là. Émile, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ben oui. Ben, il y a cette angoisse-là, c'est sûr. Mais en même temps, moi, justement, par la lenteur, j'arrive à... Puis, tu sais, j'étais un gros fan de la pensée de Serge Bouchard, justement, par rapport à ça, que j'ai inséré dans un de mes shows. Cette voix-là me guide beaucoup de dire « Attends. » Parce que je suis un hyperactif au fond de moi. Je veux dire, j'ai l'âge que j'ai, puis j'ai sorti beaucoup de projets, puis dont certains que je regrette pas, mais que je me dis, ça aurait peut-être mérité de mûrir un peu. T'sais, fait que je crois beaucoup à ça. C'est ça qui a fait que ça fait 3 ans que j'ai rien sorti. Là, je viens de sortir quelque chose, puis j'aime encore ça, ce qui m'est jamais arrivé. T'aimes encore ça, ce que tu viens de sortir? Ce que je viens de sortir. Okay. Alors qu'avant, je sortais des trucs, puis c'était comme, bon, what's next? Il y avait un peu ça, puis j'ai encore ça. Mais là, je me permets de m'asseoir et de juste regarder. Oh, attends, là, regarde, on vient de faire ça. C'est le fun. On l'apprécie, on le savoure. Chaque spectacle est comme le dernier. Ce genre d'affaires-là que tu peux pas être là-dedans si tu es dans un chemin de pensée de c'est quoi la prochaine affaire, c'est quoi la prochaine affaire. Par contre, j'ai tellement de respect. J'ai des amis, comme je disais, dont Fred, rappeur aussi, qui est énormément réseaux sociaux. Puis cette pression-là, moi, je serais juste incapable de la vivre au quotidien. Je suis comme, ben voyons donc. Genre, il part d'un chalet, puis tu dois être stressé de comme, yo, si j'ai pas de réseau, comme je pourrais pas poster. Ces affaires-là, je trouve ça fascinant. Puis c'est juste que moi, ça fonctionne pas. Donc, le stress pour toi serait vraiment présent s'il y avait cette espèce d'obligation. Tellement. Je suis tellement moins stressé de dire qu'est-ce qu'on mange le mois prochain que de dire faudrait que je produise quelque chose. Aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je vais terminer avec une question quand même, pas légère nécessairement, mais bon, OK, on va se dire les vraies affaires. Le monde ne va pas super bien, là. Il y a quand même un petit peu de tension dans l'air. Il y a quand même quelques problèmes qui ne sont pas réglés sur la planète, pour dire les choses très gentiment. Il y a quand même justement la planète elle-même qui est en train de nous dire « Hey, les amis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Comment vous vous positionnez par rapport, c'est une petite question légère, par rapport à l'état du monde, rien que ça, comme artiste de la relève? Comment vous voyez... Je ne vais pas vous demander quel message voulez-vous transmettre, c'est pas ça, là. Mais comment vous vous positionnez par rapport justement à l'état du monde? Est-ce que vous choisissez de l'ignorer ou vous le prenez à bras-le-corps? Élisabeth? Je pense que chaque artiste a une mission. C'est pour... ça dépend c'est quoi. Des fois, tu veux faire du bien aux autres, tu veux représenter des gens, tu veux aller au front. Chaque artiste a une idée, un but. Puis c'est comme ça qu'on participe, en fait. Toi, est-ce que tu as l'impression d'aller, mettons, un peu au front pour représenter la nation Innu ou pas du tout? Oui, absolument. Oui? Ma mission d'artiste, moi, c'est de représenter les Premières Nations Métis Inuits dans le cadre de la réconciliation, puis que la réconciliation se passe le plus en douceur que c'est possible. Ça, c'est ma mission d'artiste, pour que le monde aille mieux. Mais si on pense au monde, oui. Ma contribution est peut-être petite, mais en tout cas, elle est là pareil. C'est déjà ton champ d'action à toi. Absolument, là. Oui. Oui, qui te distingue de tout autre. Taille. Moi, malheureusement, je pense que je peux rien faire, mais c'est d'informer ma communauté de qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, par exemple en Haïti. Ah oui, il y a un volet de ton activité sur les réseaux sociaux qui est un volet de communication. Pour informer, par exemple, je partage des vidéos ou des informations, pas des trucs qui partagent la haine, mais plus pour informer. Ah. Donc, j'aime partager et tenir au courant ma communauté aussi, parce qu'ils ne vont pas vraiment aller à la télévision pour voir qu'est-ce qui se passe ou consommer
les nouvelles. Donc, Oh, mais c'est intéressant. Donc, ta notoriété, tu la mets au service de ce lien-là Ouais. avec la communauté. Émile Bourgault? Ben, moi, je pense que juste d'être un artiste, c'est un statement dans le monde de dans lequel on résistance. vit, capitaliste, et etc., etc. Je pense que juste en tout cas, pour ma part, le monde a besoin de plein de choses différentes. Moi, j'essaie d'amener du réconfort, de l'amour, de l'énergie positive. Je pense que ça peut juste pas nuire. Oui, et puis il ne s'agit pas d'écrire des chansons cucu et fleurs bleues, c'est pas ça du tout. Là. Non, Tu veux exactement. dire juste... C'est faire l'art qu'on veut faire Oui. pour faire du bien. Tu sais, je pense que c'est ça, c'est de là, c'est ma petite pierre à l'édifice. Et Jean-Philippe, toi, 15 ans plus tard, justement, vieille relève... Ben, c'est drôle parce que j'ai peut-être l'air de me mettre la tête dans le sable, mais au contraire, moi, j'ai l'impression que si il y a des gens qui sont prêts à payer 50$ pour aller voir un show de théâtre ou un show de musique ou un spectacle d'humour, ça veut dire que la plupart de leurs besoins de base ont été comblés. Fait que oui, il y a plein de choses qui vont mal dans le monde, mais que les gens s'y intéressent et que nous, on ait le privilège de pratiquer ce métier-là, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui marchent très, très bien dans la société pour qu'on se rende là. Puis, ben, justement, ben, on va prendre le luxe peut-être ensemble pendant 2 heures dans une salle de théâtre ou en écoutant un album, ben, de réfléchir à comment on peut s'arranger pour qu'il aille un petit peu mieux. Mais je pense que si une société où les arts vont bien, c'est une société où, d'après moi, la plupart des autres besoins de base vont très bien aussi. Mm-hmm. Ouais. Donc, on a intérêt à ce que cet art-là soit accessible au plus grand nombre. Certainement. Aussi. Puis Ouais. ça, ouais. Ben, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Je vous aime, artiste de la relève. Je t'aime aussi, Jean-Philippe, même si c'est plus tout à fait de la relève. Là. Vous êtes très, très, très inspirant. Donc, Élisabeth Saint-Gelais, soprano, Révélation Radio-Canada en musique classique 2023-2024. Et qu'on va entendre où la prochaine fois? À Sherbrooke, jeudi. Puis sinon, ici même, le 12 juin, à la Maison symphonique, pour le Gala de la Terre avec l'orchestre de l'Agora. Formidable, très, très bel orchestre. Émile Bourgault, auteur, compositeur, interprète, qui vient de faire paraître le magnifique album Tant mieux, et on t'entend en concert à Gatineau au Minotaure. Oui, C'est dimanche. le 21. Ceux qui passent par la région ou ceux qui nous regardent en ligne, qui sont dans le coin. Taille, TL, qu'on trouve bien sûr sur les réseaux sociaux, créateur de contenu, influenceur et humoriste. Et prochaine escapade sur scène? oui, 2025, tournée partout au Québec. Ouais. Ah oui? Ouais. Je ne savais pas ça encore. Magnifique. Alors, à suivre. Et puis Jean-Philippe Barry-Guérard, comédien, metteur en scène, chroniqueur, et qui est donc à l'affiche du Théâtre du CEP ici avec la magnifique production Royale. Merci beaucoup à vous 4. On les Merci. applaudit. Merci à vous. On se retrouve pour la prochaine saison des Entretiens Art et Société.